Mercredi 9 octobre 2024, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous du 13h, voici le sommaire. Le directeur régional de la division association membre de la FIFA en visite au Bénin a été reçu par le chef de l'État. Le ministre des Sports Benoît Datto a conduit la délégation, le fin mot des échanges à suivre dans ce journal. Aujourd'hui, mercredi, on parle environnement. William Choki nous fait découvrir un système écologique à multiples valeurs où se produisent des sources de protéines à partir des déchets organiques pour la volaille et les poissons d'élevage. Célébration de la Journée mondiale du coton à Cotonou, occasion de mettre en lumière les acquis du Bénin, grand producteur de l'or blanc. Le bitumage de l'axe Djougou-Peonko-Kerou-Banikwara est l'un de ces acquis que nous allons découvrir. Une délégation de la FIFA au cabinet du chef de l'État hier mardi. La mission conduite par Benoît Datto est allée échanger avec Patrice Talon sur différents projets de développement du football au Bénin. Le directeur régional de la division association membre de la FIFA pour l'Afrique et le ministre des Sports se sont confiés à leur sortie de l'audience. L'essentiel de leurs propos, c'est avec Marcel Arrossi. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très, très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement du football. En marge de la 6e journée mondiale du coton célébrée à Cotonou, il est organisé un forum des acteurs du coton, une plateforme qui a réuni les institutions financières internationales et les investisseurs privés sur le coton. L'événement a eu lieu hier à Cotonou et voici les précisions avec Igor Ayosso et Amandine Niamboussou. Le travail qu'on peut faire directement avec les pays du C4+, et le Bénin en fait partie, sur la promotion des investissements internationaux. C'est un rendez-vous d'affaires pour les acteurs de la filière coton, une opportunité offerte aux entrepreneurs du coton africain de discuter de leurs projets avec de potentiels partenaires et investisseurs. Ensemble, nous pouvons transformer localement non seulement plus de 10% de notre production de coton d'ici quelques années, mais aussi diversifier et innover dans la conception de ces produits textiles de qualité internationale. Les opportunités sont immenses, notamment avec l'appui d'initiatives comme le partenariat OMC-FIFA. Au Bénin, nous avons mis en place un cadre propice pour accueillir ces investissements. Grâce à des réformes structurelles et ambitieuses, notre climat des affaires est aujourd'hui plus attractif que jamais. L'Afrique doit se positionner comme producteur majeur, mais aussi comme transformateur émergent. L'adhésion des investisseurs est plus que nécessaire pour atteindre cet idéal. Cette vision est de faire de nos pays un hub de produits textiles, en mettant en place un arsenal industriel moderne et performant pour la transformation locale à l'horizon 2035 de 50% de la production dans nos pays. Cette vision, me semble-t-il, est également la meilleure qui puisse permettre à nos pays de s'ajuster pour capter une part du marché du textile et de l'habillement. Je voudrais donc
exhorter l'ensemble des investisseurs privés, des bailleurs et des partenaires techniques et financiers à s'engager en accompagnant les pays du C4+, à travers des financements et des investissements structurants pour le développement de la chaîne de valeur coton, textile, habillement. Le coton est une précieuse source de devises pour les pays producteurs africains. L'or blanc pourrait impacter davantage avec l'industrialisation de la chaîne des valeurs. On reste avec Amandine Nyamboussou pour apprécier déjà les premiers résultats de ce forum d'affaires qui sont perceptibles. Le coton béninois entre dans une dynamique de durabilité. Bientôt, l'association interprofessionnelle de coton va prospérer tout en protégeant et en restaurant l'environnement. Elle a signé ce mardi 8 octobre un partenariat avec Better Coton, la principale initiative mondiale de durabilité pour le coton. C'est l'aboutissement d'un travail important, énorme, qui a été accompli par les acteurs de la filière cotonnière béninoise dans le but de s'engager dans une initiative pour mettre en œuvre un programme Better Cotton au Bénin. L'objectif étant de travailler avec les différents acteurs de la filière pour promouvoir l'adoption de pratiques durables dans la filière cotonnière béninoise. À partir de là, le coton béninois désormais sera exporté en tant que coton béninois certifié BCI. Voilà, donc c'est un saut de durabilité de ce coton-là qui sera reconnu de par le monde comme d'autres cotons de provenance d'ailleurs qui sont également certifiés BCI. Ce que nous venons de faire ce matin, c'est véritablement pour inscrire notre culture cotonnière dans cette dynamique-là, pour que le producteur se retrouve dans son environnement, conscient de ce qu'il est en train de faire une culture de rente, mais soucieux également de l'équilibre de cet environnement-là. Parce que quand on parle de rentabilité, ce n'est pas que ce qu'on en tire de façon pécuniaire, c'est surtout ce qu'on en tire de façon humaine, dans son bien-être, dans son développement quotidien et dans le développement de sa famille et de sa communauté. Depuis ce lundi, l'or blanc est ainsi à l'honneur à Cotonou avec la journée mondiale de coton. Plus de 3 ans déjà que le Bénin tient le record de producteurs dans la région ouest-africaine. Preuve que l'amélioration de la production cotonnière reste et demeure un enjeu de développement pour le gouvernement. Et pour pérenniser les acquis, le projet de bitumage de la route de coton devient une réalité avec l'axe Djougou, Peunkou, Kérou, Banikwara qui est aménagé. Quels sont les enjeux de la réalisation de cette route? Réponse avec Ulvaeus Balogun. Leader africain de la production de coton avec plus de 700 000 tonnes produites en 2024, le Bénin fait désormais figure de proue en Afrique avec les nombreux investissements consentis pour faire de la filière coton la locomotive du développement. Et la progression de cette filière depuis 2015 avec l'amélioration des rendements est le fruit d'une organisation cohérente et méthodique. La preuve en est que, pour dynamiser et rendre compétitif le secteur, il a été décidé de l'aménagement de la route cotonnière Djougou, Peunkou, Kérou, Banikwara. Une panacée pour remédier à la situation d'enclavement qui handicape fortement le transport et l'évacuation des productions à l'exportation. Les braves producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kérou est déjà désenclavé. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Cette promesse faite à Kérou en 2016 est traduite aujourd'hui en réalité. C'est une route qui avait été abandonnée. Aujourd'hui, on voit que les populations en ont vraiment besoin. Comme ça, on peut quitter Kérémou, Banikwara sortir en même temps à Djougou, aller à Cotonou. On n'est plus obligé de passer par Kandi. Vous voyez, ça raccourcit aussi les trajets. Conçu pour relier efficacement les régions productrices de coton aux grands axes commerciaux, la route du coton entend faciliter le transport des récoltes vers les marchés et notamment vers les centres de transformation comme la GDIZ, le fleuron de l'industrie textile du Bénin. Ici, nous avons des unités intégrées du textile. Donc, on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements.
Donc ces 3 unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui fait à peu près 12,7% de la production actuelle de fibres du Bénin. Bien plus qu'une route, cette infrastructure en cours de réalisation représente une promesse de réduction des coûts de transport, de diminution des pertes post-récolte et d'amélioration des revenus pour les producteurs. Et que dire des secteurs élevage et pêche au Bénin dans les réalisations du programme d'action du gouvernement? Selon le ministre en charge Gaston Dossoui, le gouvernement a déployé d'énormes moyens pour améliorer les techniques de pêche et d'élevage, ce qui permet d'avoir des résultats probants. Il en parle d'ailleurs ici. Avant 2016, la production halieutique globale nous permettait seulement d'avoir 40 000 tonnes de poissons pour couvrir à peu près 24% de nos besoins. Plus de 150 000 tonnes sont importées. Progressivement, après avoir assaini les plans d'eau, après avoir mis en place de dispositifs pour la pêche maritime, la pêche artisanale maritime et autres, nous sommes montés déjà à 75 000 tonnes l'an. Parfois, il y a des années, on a 80, 89 000 tonnes l'an. Mais la moyenne, c'est autour de 75 000 tonnes l'an. Nous devons progresser par d'abord l'aquaculture, l'élevage de poissons. Et pour ce faire, l'État a accompagné les acteurs privés pour avoir de la disponibilité en enlevé. Il s'agit d'abord de faire venir des géniteurs, de les conduire dans des exploitations et puis après de mettre les juvéniles à disposition des éleveurs pour qu'ils les grossissent. Et ça, sur cette question, on a encore mis de la subvention pour que les géniteurs arrivent aux gens à un prix soutenable. Il faut alimenter le poisson. L'aliment de poisson ne se produit pas localement, mais avec des technologies, nous avons pu apprendre aux paysans comment on peut combiner avec la matière première locale pour certains poissons comme le poisson-chat, qui ne demande pas nécessairement que l'aliment soit flottant. Dans son dispositif, il arrive à trouver la boue et il se consomme. Mais pour les tilapias, il faut vraiment que l'aliment soit flottant. Des apprentissages, des équipements sont mis en place pour qu'ils en arrivent là. Mais parallèlement, l'État fait des importations d'aliments, de poissons qu'il met à disposition des producteurs à coût subventionné. Un système écologique à multiples valeurs. Produire des sources de protéines à travers des déchets organiques pour la volaille et les poissons d'élevage. L'unité est tenue par Cécile Vernier, une Française vivant au Bénin. Elle se fait appeler l'éleveuse d'Astico. Découvrons tout ceci avec Edmond Humbo et William Choki. C'est presque devenu un rituel pour lui. Une passion qui n'abandonnera pour rien au monde. Bon, ça c'est la provende. Ça c'est la provende. Ouais, bon, j'ai rajouté les larves séchées. Il nourrit quotidiennement ses oiseaux domestiques. Aujourd'hui, bien en chair. Bien en forme, ouais. Ah ben, je leur donne des larves de mouches. Dès le premier mois vivantes et ensuite séchées. Je rajoute des sèches dans la provende, quoi. Quelques mois auparavant, Tommy a pourtant failli tout laisser. Les pertes étaient énormes, mais vite, il a trouvé la potion magique pour sauver sa basse-cour. Surtout qu'il n'y a plus de mortalité en fait. Voilà. J'avais peut-être 80% de mortalité avant, et là maintenant, il n'y en a plus, quoi. J'ai découvert ça avec Cécile qui a commencé à le faire, donc j'ai essayé et puis j'ai trouvé une énorme différence. Surtout Cécile, celle grâce à qui Tommy peut continuer à mener son élevage à cœur joie, la voici. Oui, bienvenue sur le site de Sopampo. Géophysicienne à l'origine, aujourd'hui à la tête de cette unité d'élevage d'Astico. C'est ici que ça se passe. Donc nous faisons l'élevage de la mouche soldat noire. Là, vous voyez des moustiquaires pleines de cet animal, la mouche soldat noire. C'est un insecte qui est endémique ici au Bénin. Endémique. Endémique, donc oui. on la retrouve
beaucoup ici au Bénin? Oui, de façon naturelle. Donc son habitat naturel, c'est toute la zone Afrique, Asie du Sud. À l'intérieur de cet enclos, ces mouches vont déposer les œufs dans ces pondoirs. Ça, c'est un pondoir. Donc les mouches sont dessus. Vous voyez, elles ne sont pas farouches. Oui. Et si j'ouvre ça, il y a les œufs à l'intérieur, entre les morceaux de Ah, ok, sont des œufs à l'intérieur. Oui, oui. Ils sont recueillis, sont mis ensemble ici, dans cette caisse encore appelée la maternité. Les œufs et les larves qui ont moins de 2 jours, elles sont là. Une série d'étapes après la maternité pour alimenter les larves selon leur âge. Ces larves de 3 à 7 jours passeront à l'engraissement. Elles sont nourries à base de déchets organiques. Après quelques jours d'immersion, voici les larves adultes. Cet animal est vraiment incroyable. Il peut se nourrir des déchets de restaurants, les déchets de cuisine, mais aussi des déchets des entreprises agroalimentaires. Il peut se nourrir de ce qui reste quand on fait l'huile de palme. Une véritable source de protéines pour la volaille et les poissons d'élevage. Une fois la récolte faite, la litière obtenue sert à fertiliser le sol, à restaurer les substrats en manque de nutriments. Ici, rien n'est jeté, tout est utile, tout concourt à nettoyer notre environnement, à bonifier les terres agricoles de propriété physique et biologique. Révélation Expo Art contemporain du Bénin à la Conciergerie à Paris. Les artistes béninois continuent d'émerveiller par leurs œuvres. Nous vous proposons de suivre quelques-uns à la Conciergerie à Paris. Ils sont au micro de Jérôme Humbo et des confrères de nos limites Africa. Vous voyez la reine et sa cour, ce ne sont que des personnages. Mais quand on vient ici, ce n'est pas un personnage, ça devient un vaudou qu'on appelle Kouito. En général, les Kouito, ce sont les personnes qui ont vécu dans cette vie, qui sont allées vivre dans l'au-delà, qu'on peut appeler les esprits, et ils viennent danser, ils viennent communiquer avec nous qui sommes encore vivants. Prédit des choses qui se produisent après, bénir les humains. Et ils font tellement de choses que moi, je trouve que c'est encore vivant. Je vous présente Lissa Diakwa. Ce que vous voyez derrière, c'est des bouteilles en plastique. Il y a des bouteilles en plastique vert pour ne pas donner les marques parce que cela ne m'intéresse pas. Vous verrez des dosettes de café, vous verrez aussi des canettes coupées et tout ça. Bon, c'est des matériaux qu'on a l'habitude d'utiliser quotidiennement, mais moi, je vois que ces matériels, c'est des matériaux qui n'ont pas dit encore les derniers mots. C'est une œuvre pour rendre hommage au roi Béhanzin, qui, dans l'histoire, a fait des luttes vraiment farouches dans le sens de la colonisation. On ne peut pas parler de la colonisation sans parler du roi Béhanzin, ce roi qui a vraiment lutté contre l'invasion. Le roi Béhanzin qui se transformait en requin dans le temps, donc c'est une œuvre dans ce sens. Et là, parlant de la métamorphose, c'est par rapport aux forces de vaudou et tout, donc voilà. Ce sont des tableaux qui traitent de la représentation des femmes noires, du corps féminin noir. Et donc ce sont des tableaux qui racontent des histoires de femmes ordinaires ou extraordinaires qui sont transformées en icônes par le médium de la peinture. C'est un honneur de faire partie de cette expo-là à cause de ce que ça comporte d'historique. L'œuvre que je présente ici s'appelle Wings. C'est un travail sur la résilience. De façon générale, je travaille sur la résilience et l'idée qui m'intéresse, qui sous-tend ce travail, c'est l'idée de la transformation. L'idée de ce qu'on fait des épreuves qu'on traverse en tant qu'être humain et ce que finalement l'épreuve ou le passage à travers ces épreuves peuvent nous apprendre. Ici, il y a une allégorie donc en tant qu'être humain,
du passage, de la traversée, je dirais même, de ces épreuves. L'œuvre s'appelle Wings parce que c'est l'histoire d'un envol, c'est l'histoire de la métamorphose. Et je dis souvent, j'ai tendance à dire souvent que c'est un travail sur la résilience. Le matériau même utilisé dans cette œuvre est important, puisqu'on est sur des mèches qui sont couramment utilisées pour faire des coiffures, faites à base de plastique. Ce plastique est transformable à l'infini. C'est un matériau qui se transforme, qui se renouvelle, qui change de forme, d'usage bien souvent. Je suis heureux pour nos artistes qui trouvent enfin une tribune où ils exposent leur talent et qui trouvent vraiment un écho à la hauteur de ce talent-là. Donc vraiment, je suis très satisfait de cette expo. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus ardemment, nuit et jour. Et on a une qualité vraiment qui est aux standards internationaux et ça nous rend très fiers. Parlons à présent de la lutte contre les violences basées sur le genre avec le démarrage de la campagne de sensibilisation des filles sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination et de violence. Une initiative de l'Institut national de la femme, elle a eu lieu au CE1 Candy ce lundi. Au Seigneur Délégué. Cette campagne de sensibilisation des élèves filles ici au Collège d'enseignement général 1 de Candy, initiée par l'Institut national de la femme INF, vise à lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toute forme de discrimination et de violence. La jeune fille, de façon générale, est très ralentie dans son élan de développement et d'épanouissement. Il y a plusieurs causes à cela. Il y a les causes traditionnelles, les causes sociétales, mais il y a aussi les questions des violences sexuelles et sexistes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici au CEG1 de Candy, sachant que ici, nous avons des jeunes filles qui sont en pleine adolescence. Harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est le thème choisi pour animer cette séance d'échange et de sensibilisation. Et le thème du harcèlement, justement, a été choisi pour insister sur les différentes lois qui ont été votées en 2021, notamment la loi sur les infractions commises à raison du sexe des personnes, pour semer le réflexe INF dans la tête des enfants, dans la tête du corps professoral, insister sur les peines encourues, montrer aux enfants les différentes voies de recours qu'elles ont. C'est un honneur pour nous de venir au CEG1 parce que dans Candy, il y a plusieurs collèges. J'aimerais les remercier et qu'elles font plus. Elles nous ont inspirés. Aujourd'hui, j'ai compris que les enfants sont mieux aguerris et désormais, ils savent à qui s'adresser en cas de violence basée sur le genre. Cette campagne de sensibilisation prend en compte tous les départements du Bénin à partir du 7 au 23 octobre 2024. Coup d'État manqué au Bénin, les militants BR des 7e et 8e circonscriptions électorales condamnent cette tentative de déstabilisation du gouvernement et expriment leur soutien inébranlable au président Patrice Talon. Ils soulignent l'importance de respecter le processus démocratique et affirment leur volonté de défendre les institutions républicaines. Les militants appellent à l'unité et à la vigilance pour préserver la stabilité du pays. Inoussa Zimé-Tchabi, maire de Parakou, est leur porte-parole. Chers militants du bloc républicain, au cours d'un point de presse, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a fait état d'une tentative de déstabilisation planifiée par certains citoyens. À la lumière des faits évoqués, nous, population de la 7e et de la 8e circonscription électorale, condamnons avec la dernière rigueur cette façon de remise en cause de notre processus démocratique en cours depuis février 1990. Nous dénonçons avec fermeté et appelons tous les Béninois patriotes à dénoncer cette manière de prise de pouvoir. Nous demandons aux forces armées républicaines d'affermir leurs pas
en renouvelant sans cesse l'engagement républicain qu'elles ont pris de servir le drapeau national avec honneur et dignité. Nous demandons aux têtes couronnées, à toutes les autorités morales et religieuses de notre pays et à toutes les autorités susceptibles d'intercéder à travers les prières, de prier Dieu et les mannes de nos ancêtres pour qu'en dépit de tout, le Bénin triomphe. Enfin, nous apportons notre soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, démocratiquement élu pour présider aux destinées de notre pays jusqu'en 2026. À la suite de la déclaration, quelques militants se sont également prononcés. On les écoute. La démocratie béninoise est une école. La démocratie béninoise est une fierté nationale qui fait école au niveau de la sous-région. Donc ce qui se passe à travers les autres pays ne se passera pas au Bénin. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, qui une fois encore vient de démontrer que c'est une armée républicaine, une armée au service du peuple, qui vient de donner encore les cours de démocratie aux civils. Nous, au niveau du bloc républicain, nous demandons au président de la République de rester serein parce que toute autorité vient de Dieu. J'ai été témoin de plusieurs tentatives de complot. En 1988, en 2012, etc., etc. Ce qui vient de se passer tout récemment, c'est à l'honneur des forces armées béninoises. Les forces armées béninoises sont réellement une armée républicaine. Mon jeune frère, le colonel Thébo Ejire, a donné l'exemple. En tant que général de brigade, la retraite, donc il sait bien ce qui s'y passe. Donc je veux réitérer à l'opinion nationale, les forces armées béninoises constituent effectivement une force de défense de l'intégrité territoriale. Les forces armées béninoises sont une armée républicaine au service de la nation. À présent, quelques brèves en interactualité avec Gloria Oni. Le prix Nobel de physique a été décerné au britanno-canadien Geoffrey Hinton et à l'américain John Hopfield pour leurs travaux respectifs dans l'apprentissage automatique utilisé dans le développement de l'intelligence artificielle. S'exprimant au téléphone pendant la conférence de presse, Geoffrey Hinton déclare que ces travaux auront une influence énorme et exprime des regrets, même si dans les mêmes circonstances, il estime refaire la même chose. Grâce à leurs travaux, l'humanité a maintenant un nouvel instrument dans sa boîte à outils que nous pouvons choisir d'utiliser à de bonnes fins, a souligné le comité Nobel. Un homme interrompt le discours du Premier ministre hongrois au Parlement européen à Strasbourg et est évacué hors de la salle par les gardes de sécurité. La Hongrie a informé en début de semaine Bruxelles de son souhait de pouvoir déroger aux règles de l'Union européenne sur l'asile, emboîtant ainsi le pas aux Pays-Bas, une procédure ayant cependant peu de chances d'aboutir. La Papouasie-Nouvelle-Guinée signe un pacte de sécurité avec Washington, donnant aux forces américaines l'accès aux ports et aéroports de ce pays du Pacifique, où les États-Unis cherchent à contrer l'influence de la Chine. L'accord a été signé avant l'ouverture de la réunion du Forum États-Unis-Îles du Pacifique, réunissant les dirigeants de 14 États insulaires du Pacifique Sud à Port Moresby. C'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.